Mais revenons à notre voiture. Donc l'électricité qui l'a fait avancer, on le sait bien, n'est pas fabriquée par une petite fée avec une baguette magique. Cette électricité vient de centrales. Et là, si on regarde le mix énergétique mondial, donc je reprends ma petite anti-sèche, 10% de cette électricité, statistiquement, est produite par du nucléaire. Donc 10% de cette électricité produit des déchets radioactifs. 40% est produit par du charbon, donc qui disperse dans l'atmosphère des gaz toxiques, des gaz à effet de serre, et qui fait plein d'autres choses sympas, mais on en parlera plus tard. Ensuite, vous avez 23%, alors c'est un peu moins grave, le gaz naturel, c'est un peu moins pire, même si c'est pas français, c'est un peu mieux pour la nature, mais c'est quand même pas anodin. Et puis quand on a vu les 27% qui restent, eh bien, dedans il y a du solaire, il y a de l'éolien, et on en a discuté à l'instant, le solaire et l'éolien, c'est pas forcément la panacée de la sauvegarde de la planète. Comme je l'ai dit avant, rouler dans une voiture électrique, ça n'est pas décider de moins polluer, c'est décider de polluer ailleurs. J'en ai parlé tout au long de cette vidéo et de la première partie. Les métaux rares, c'est le cœur du débat. Il y en a dans les éoliennes, il y en a dans les panneaux solaires, et il y en a surtout beaucoup dans les voitures électriques. Il y en a dans les voitures classiques aussi, un peu dans le pare-brise, un peu dans les écrans, surtout les écrans tactiles. Mais dans une voiture électrique, il y en a partout. Il y en a dans le moteur, il y en a plein les batteries. Il y a besoin de plein de choses pour faire une voiture électrique dont il n'y a pas besoin pour faire une voiture classique. Mais après, si tous ces matériaux sont extraits de façon bonne pour la planète, ben on s'en fout qu'il y en ait besoin de plein. Après tout, pourquoi pas ? Si on peut faire ça de façon propre, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va voir ensemble qu'il n'y a pas aucun problème. Ces matières premières spécifiques, comme les métaux rares, bien sûr, ne sortent pas du sol par magie, il faut les extraire, ce qui est toujours polluant, mais on peut faire des efforts, on peut avoir des normes hyper strictes pour protéger vraiment l'environnement. Sauf que le plus gros producteur du monde de métaux rares, c'est la Chine. Donc, impossible d'imposer là-bas nos règles et nos normes. Et on peut toujours les boycotter, aujourd'hui c'est faisable. Quand le marché de la voiture électrique aura explosé, les boycotter, ça voudra dire arrêter de produire des voitures électriques. Donc c'est impensable. Prenons une ressource avec laquelle nous sommes tous plus ou moins familiers, le graphite. Le graphite est très important pour les batteries des voitures électriques. Et il se trouve que les 2/3 de la production mondiale viennent de Chine. Alors ça se passe dans des mines à ciel ouvert, qui ont pourri toutes les nappes phréatiques locales. La production de ce graphite et surtout sa transformation, c'est sur place que ça se passe. La transformation se place dans des usines qui datent peut-être des années 70, d'après les images que j'ai vues, c'est scandaleux, qui polluent, mais alors d'une puissance intergalactique. Et ça, c'est sans parler des gens. Les ouvriers de ces usines ont les mains noires luisantes. La poudre de graphite est incrustée à l'intérieur de leurs mains, ils ne peuvent plus l'enlever. Et bien entendu, tous les gens qui habitent autour meurent régulièrement de maladies pulmonaires parce que respirer de la poudre de graphite toute la journée, ça n'est pas génial, pas besoin d'être médecin pour le savoir. Il faut savoir que les mines chinoises, quelles qu'elles soient, font partie des plus dangereuses au monde. On estime qu'il y en a à peu près 20 000 en Chine, mais on ne sait pas parce qu'il y en a plein qui sont des mines illégales et qui peuvent exister grâce à la corruption qui existe dans le pays. Mais d'après les statistiques officielles, c'est-à-dire très sous-estimées, il y a déjà 12 000 morts directes dans les mines par an. Ça, c'est sans compter toutes les maladies des villages autour. Et il faut savoir que, par exemple, dans les zones où on récolte du graphite, beaucoup étaient des zones agricoles. Sauf que cette poussière noire qui se dépose partout à des kilomètres aux alentours stérilise la terre et l'empoisonne. Du coup, eh bien, les paysans sont obligés de quitter leur terre, ils sont forcés à l'exode.
Donc, imaginez le jour où on aura 100 fois plus, 1000 fois plus de voitures électriques. Comment ça va se passer? Ça va être un tout petit peu problématique. La demande de graphite va exploser, être multipliée par je ne sais combien, et du coup, il va falloir encore plus exploiter ces zones, et du coup, faire mourir encore plus de gens. Mais c'est pas grave, pour que quelques Occidentaux puissent se donner bonne conscience en roulant dans une voiture propre et protéger leur environnement personnel, effectivement, c'est moins grave si ceux qui meurent sont des étrangers à plusieurs milliers de kilomètres. Mais quand même, dire que c'est éco-responsable et que c'est bon pour la planète, je suis pas vraiment d'accord. C'est bon pour l'environnement des personnes qui roulent en voiture électrique, mais pas pour la planète. Et puis on peut aussi parler des terres rares. Les terres rares sont aussi une spécialité chinoise, ça coûte très très cher d'ailleurs, et bien sûr elles sont traitées sur place. Vendre des matières premières c'est bien, vendre des matières premières transformées, il y a une valeur ajoutée bien plus grande. Donc c'est transformé sur place. Et les terres rares, eh bien, ça, quand on les traite, ça rejette des métaux lourds, des produits toxiques, notamment des eaux usées noires, mais noires comme du pétrole. D'ailleurs, en Chine, il y a plusieurs lacs gigantesques, ce sont des lacs qui ne sont pas naturels, qui sont créés par le rejet de ces eaux usées dues au traitement de ces terres rares. Bien entendu, quand vous rejetez des eaux pleines de métaux lourds et de produits toxiques, bien qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans le sol, et puis dans la nappe phréatique, et puis les gens qui boivent l'eau du robinet dans le coin, eh bien, eux boivent des métaux lourds, boivent des acides, pour que quelqu'un à 5000 km puisse se vanter de protéger l'environnement. Mais on va se recentrer sur un peu moins exotique. J'en ai parlé tout à l'heure, prenons le cuivre. Le cuivre, c'est classique, on connaît bien. Le cuivre est produit dans plein d'endroits, en Russie, en Chine, bien sûr, au Canada, au Mexique, au Congo, et aussi au Chili. D'ailleurs, au Chili, c'est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde. Et il se trouve que la demande augmente. On sait pourquoi, on en a parlé depuis le début. La demande augmente, et elle augmente tellement que cette mine a dû augmenter de 30% sa production, ce qui est énorme, entre 2017 et 2019. En 2 ans, 30% d'augmentation de la production. Et pour extraire ce cuivre, pour le traiter, il faut quelque chose d'absolument essentiel et en quantité, c'est de l'eau. Sauf que cette mine se trouve dans un désert, et on a tous en tête le concept de désert, c'est pas d'eau. Se trouve dans un désert, pas très loin d'une ville de taille conséquente. Oui, il y a beaucoup de gens qui y travaillent dans cette mine. Donc, eh bien, ils puisent dans les nappes phréatiques. Il n'y a pas d'autre choix dans toutes les nappes souterraines qu'ils peuvent trouver. Et du coup, il faut savoir que à elle seule, cette mine pompe et utilise, pas pompe, mais utilise 7 millions de litres d'eau à l'heure. Donc, quand vous êtes dans un désert et que vous utilisez autant d'eau, non pas pour votre population, mais pour le cuivre, pour extraire du cuivre, on se doute bien qu'il va y avoir un problème. On se doute bien qu'à un moment, les nappes souterraines, elles vont se tarir. C'est pas... Ça dure pas pour toujours, les nappes souterraines, ça se vide. Et que va-t-il se passer, en fait, quand les nappes souterraines auront été pompées entièrement par la mine, et qu'il faudra continuer à aider les gens, parce que, sans être le roi de la science, j'ai comme dans l'idée que l'humanité a un tout petit peu besoin d'eau pour survivre. Et continuons, allons plus loin au sujet de la mine. Bien entendu, le rejet de particules de métaux lourds dans l'air, ça n'aide pas pour la santé. D'ailleurs, dans ce pays où le premier tueur de population, comme dans plein d'autres endroits d'ailleurs, c'est les maladies cardiovasculaires, eh bien, dans cette zone, mais une zone
qui fait plusieurs centaines de kilomètres carrés. Dans cette zone, ça n'est pas les maladies cardiovasculaires, ce sont les cancers et principalement les cancers du poumon. Allez savoir pourquoi. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi pas terrible, c'est que pour faire fonctionner cette mine, vous vous doutez bien qu'il faut un tout petit peu d'électricité, bien sûr. Donc, on a une centrale à charbon. Parce que, quitte à construire une centrale, autant construire un truc bien pourri et qui pollue l'air, à côté d'une mine bien pourrie et qui pollue l'air. Et si vous vous dites que cette centrale à charbon tue des gens parce qu'elle est gérée par une société du tiers-monde complètement nulle, qui n'y connaît rien en transition énergétique, Engie a 5 centrales à charbon au Chili, dont celle-ci. C'est Engie qui la gère, cette fameuse entreprise qui nous explique qu'elle fait de l'énergie propre. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française, c'est un organisme d'État, s'est vu commander un dossier en fait sur l'impact écologique de la voiture électrique. Bien entendu, avec les gouvernements successifs en France qui ont poussé vers la voiture électrique, on s'attendait à ce qu'on nous dise « La voiture électrique, c'est super, c'est magique, c'est fabriqué par des fées avec des boîtes en carton recyclées. » Et puis finalement, non. Ça s'est pas passé comme ça. Pas faute que certains constructeurs français aient tenté de faire du lobbying de porc pour que, par exemple, on oublie le coût environnemental, par exemple, de l'extraction du graphite pour les batteries des voitures. Ça, ils voulaient pas qu'on le compte, parce que d'après eux, ça ne compte pas dans la fabrication d'une voiture. Bien sûr. Bref, toujours est-il que finalement, l'ADEME a remis sa copie, et que cette copie n'est jamais sortie. Alors, certains ont réussi à la voir plus d'1 an et demi après, mais officiellement, ce rapport a été joyeusement enterré. Puis un deuxième rapport de l'ADEME arrive, là, ils étaient un peu plus motivés, et ce rapport explique que, au minimum, la fabrication des voitures électriques est aussi mauvaise pour l'environnement, voire plus dans certains cas, que la fabrication des voitures thermiques. Donc vous vous doutez bien que ça ne va pas vraiment dans le sens de ce que tout le monde attendait. Le mix énergétique actuel est tel que si vous roulez dans des pays comme la Chine, l'Inde, les USA, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, eh bien, votre voiture électrique produit plus de CO2 pour rouler qu'une voiture à essence classique. C'est juste que vous déplacez le CO2 de votre pot d'échappement à la cheminée de la centrale. Mais sur la production globale, votre impact global sur la planète, eh bien vous produisez plus de CO2 dans ces pays que si vous rouliez à l'essence. Alors en France, on a beaucoup de nucléaire, donc en fait vous produisez des déchets radioactifs. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, en tout cas, ça ne réchauffe pas la planète, restons positifs. Dans l'état actuel de la technologie, parce que la technologie va avancer, les voitures s'améliorent, les batteries s'améliorent, la production d'électricité s'améliore, je dis bien dans l'état actuel de la production d'énergie et de la production de voitures électriques. Je ne préjuge pas de ce qu'elles seront dans 20 ans. Mais dans l'état actuel, si on avait une baguette magique qui nous permette, en super écolo, de changer 1/3 des voitures de ce monde en voitures électriques. 33% de voitures électriques, on est quand même pas mal. C'est déjà un beau rêve écologique. Eh bien, la production de CO2 sur Terre augmenterait. Au lieu de descendre, elle augmenterait. Donc, cette solution qu'on nous propose pour sauvegarder la planète est un gros mensonge marketing qui n'a aucun sens. Comme je l'ai dit dès le début, eh bien, montrez-moi de l'éolien ou montrez-moi du photovoltaïque qui soit vraiment bon pour la planète et qui soit vraiment bon à l'échelle du monde et pas à l'échelle de mon quartier, et je signe tout de suite. Montrez-moi une voiture qui soit vraiment bonne pour son empreinte écologique globale sur le monde entier. Et dès que j'en aurai les moyens, parce que ça coûte un peu de sous, je l'achèterai tout de suite. Montrez-moi des
solution de transition écologique qui soit viable et qui soit, encore une fois, vraiment bonne pour toute la planète, et pas je protège mon quartier en stérilisant et en tuant des gens à l'autre bout du monde. Et bien entendu, ça n'a aucun sens de ne pas vouloir sauver notre planète, qui en a besoin. Encore une fois, je le répète, je suis bien conscient que nous avons besoin de faire quelque chose pour aider la planète, parce que nous sommes en train de poser pas mal de problèmes. Mais encore une fois, sauver mon quartier en détruisant celui de quelqu'un d'autre à 5000 km, pour moi ça s'appelle pas sauver la planète, ça s'appelle se mentir et déplacer un problème. Mais non contente de ne pas sauver la planète, ces technologies vertes peuvent, dans des cas extrêmes, encore une fois, imaginons que demain, allez soyons fous, demain on remplace la moitié des véhicules par des véhicules électriques sur cette planète. On fait exploser la consommation de CO2. Donc peut-être que ces technologies vertes vont non seulement ne pas ralentir la chute de notre civilisation, mais l'accélérer. Et finalement, si j'étais cynique, je dirais que du coup, c'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça la solution que nous offrent finalement ces technologies vertes. Quand il y aura eu un cataclysme, que la moitié de l'humanité sera morte, eh bien, effectivement, on polluera beaucoup moins et ça pourra aider la Terre. Je ne sais pas si c'est la solution qui a été prévue. En tout cas, qu'on continue comme on fait aujourd'hui, ou qu'on bifurque sur des technologies soi-disant vertes, dans l'état actuel des choses, bien entendu. On est tous conscients que les technologies vont évoluer, et on espère tous, du plus profond de notre cœur, qu'elles évolueront pour le mieux. Mais si on regarde ce qui se fait aujourd'hui, si on regarde les discours qui sont tenus aujourd'hui, eh bien, qu'on change ou pas, de toute façon, la seule constante, c'est que le monde sera le grand perdant. Je me doute que cette vidéo entraînera des débats dans les commentaires, et c'est avec plaisir d'ailleurs que j'y répondrai, et qu'on va pouvoir débattre tous ensemble, parce qu'on n'a pas tous le même avis, et c'est normal. Quoi qu'il en soit, c'est terminé pour cette vidéo, et moi je vous dis à très vite.